Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des piliers du cinéma d'horreur, avec un film qui a popularisé tout un genre à son époque. Ce genre, c'est le genre du found footage, un genre qu'on a déjà parlé dans un autre épisode. Alors petit récap pour ceux qui n'ont pas compris, le found footage, c'est un métrage trouvé, une caméra qui a été perdue, puis retrouvée, et dont les bandes ont été sauvegardées pour en faire par la suite un film. Donc, le caméraman et la caméra existent dans l'histoire du film, ce qui brouille vachement la frontière entre réalité et fiction. Et à la sortie du film, énormément de rumeurs et de légendes circulaient autour de celui-ci. Bref, bienvenue dans mon cinéma. Aujourd'hui, c'est le projet Blair Witch. Le film démarre sur un carton où il est écrit qu'en 1994, un groupe de 3 étudiants en cinéma ont disparu dans la forêt près de Burkittsville. Pendant qu'ils réalisaient un documentaire, les images des caméras utilisées pour la réalisation ont été retrouvées seulement un an plus tard. Encore que je ne te fasse pas entièrement confiance. Alors le film ne nous dit pas clairement que tout ce que nous allons voir ici est vrai, mais c'est fortement suggéré. Et la deuxième chose, c'est que nos protagonistes sont sûrement déjà morts. Alors notre petit groupe se retrouve, rassemble du matériel pour tourner lors du documentaire, et tout sera centré sur la légende de la sorcière de Blair. Ils se rendent donc à Burkittsville, interrogent les gens sur la sorcière, et les premiers éléments de la légende tombent. En 1940, un homme nommé Rustin Parr vivait dans une maison, loin dans la forêt, reclus et isolé. C'était pendant l'hiver, je crois l'hiver ou l'automne 1940, que plusieurs jeunes enfants se sont mis à disparaître. Et personne alors n'a jamais su pourquoi ces gosses, pourquoi ils disparaissaient. Et puis un jour, le vieux monsieur Parr est venu jusqu'au marché, et il a dit, enfin, voilà, j'ai fini. Rustin a tué 7 enfants. Selon la rumeur, il faisait descendre les enfants 2 par 2, en mettait un premier dans un coin, tuait le second, afin de tuer le premier par la suite. Ils apprennent aussi que la forêt, selon les rumeurs, serait hantée, et plus particulièrement à Coffin Rock. Oui, on dit que la forêt sur la montagne est une forêt hantée, ce genre de truc. Comment ça, hantée? Et par qui? C'est qu'il y a, en réalité, pas vraiment beaucoup de gens qui disent que c'est hanté, mais il y a la vieille Mary Brown. Mary Brown? Oui. Ils rassemblent le matériel et s'enfoncent dans la forêt. Ils semblent un peu perdus, mais pour l'instant, rien de grave, car pour l'instant, Heather semble parfaitement savoir où elle est. Mais la forêt agit d'une drôle de façon sur les gens, dur de s'orienter, des sons étranges la nuit, et la tension qui monte petit à petit entre nos héros. Remarque, je suis pas sûre de ce que je dis. On va pas camper ici. Peut-être qu'on est près de la voiture, tout près peut-être. Donne-moi cette putain de carte, donne-moi la carte. Heather, donne-moi la carte, arrête la caméra et donne-moi la carte. Arrête la caméra, on veut rentrer. Non. Et c'est là que la forêt va jouer le mieux son rôle. Très lentement, mais sûrement, les engueulades s'accentuent, les embrouilles point à rien, et même notre héroïne par défaut est obsédée par la création de son film. Je voulais savoir ce qui était Flippais dans le noir, Je il m'a flippais. bien fait chier, je sais pas C'est vrai, je pourquoi. flippais. Je me suis réveillée brusquement et ça dégringolait. Et tout ce que je me disais, c'était faut que je l'ai tout ça. Je veux le son et je veux ça en 16 mm. Si on peut voir quelque chose, je veux ça en 16 mm. Le groupe essaye de rejoindre la voiture tant bien que mal, mais la localisation devient de plus en plus difficile. Ils sont contraints de faire une nuit de plus. Et le lendemain matin, les mêmes pierres du cimetière de Coffin Rock sont apparues autour de la tente. C'est au sommet de cette formation rocheuse que s'est déroulée l'histoire des tortures subies par ces 5 hommes courageux. Ils étaient liés les uns aux autres, les mains d'un homme liées aux pieds d'un autre, pour former une structure humaine compacte. De leurs torses déchirés, leurs viscères avaient été cruellement extirpés. Quand ils revinrent, il y avait des vautours sur le rocher. Mais on s'aperçut vite que les cadavres avaient été enlevés par des inconnus. Ça s'est passé ici, à Coffin Rock. Déjà bien désorientés, la carte de la forêt a disparu, ce qui a pour effet de les rendre vraiment tous parano.
Alors même si la fatigue joue énormément à arriver à ce stade, je pense que le temps commence à se distordre à partir de maintenant. On passe de ce plan où ils viennent à peine de finir de se préparer, à ce plan où ils s'écroulent. On pourrait se dire que c'est juste une question de fatigue, mais je pense qu'au-delà de ça, ils n'ont plus aucune notion du temps qui passe. Les comportements vacillent, deviennent illogiques. D'abord le rire, puis la carte avait été balancée par l'un d'entre eux dans la rivière. J'ai foutu la merde. J'ai foutu la merde. La carte, c'est moi qui l'ai balancée dans la rivière. J'espère qu'il plaisante. La colère, le dédain silencieux, le retour à la parano. Quel genre de truc? Il y en a partout. Oh putain de merde! Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Le lendemain, la moitié de leurs affaires ont disparu, ainsi que le reste de leur nourriture. Ils ont marché vers le sud tout ce temps grâce à une boussole, mais malheureusement, le moment d'affronter la vérité arrive. C'est pas le même arbre, Mike. Mais non, regarde! C'est pas le même! C'est le même! Ils sont revenus au point de départ, après avoir marché pendant 3 jours. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été perdu en forêt pendant un temps relativement long, mais je suis quasiment certain que le sentiment du désespoir qui s'installe est semblable à celui qu'on a voulu nous montrer. Cela fait 4 nuits qu'ils sont dans la forêt et leur état mental ne fait que se détériorer. La faim, la fatigue, le froid, la désorientation. Et après la 5e nuit, le premier membre de l'équipe s'est volatilisé. Allez, viens, on va le retrouver. On n'arrive même pas à trouver la voiture. Comment on va trouver Josh? Sa voix se fait entendre uniquement de nuit, mais impossible de savoir où il est. Ils finissent par errer sans véritable but, marchant la journée et remontant la tente la nuit. Ce n'est qu'au bout de la 6e qu'ils finissent enfin par arriver dans une maison délabrée. Avec les éléments qu'on a en notre possession, on peut en conclure que cette maison est sûrement celle de Rustin Parr, le vieil ermite qui habitait dans la forêt. La maison est complètement délabrée et remplie de bruits étranges. En faisant attention, on remarque des empreintes de mains sur les murs, probablement les 7 enfants tués. Ils entendent d'abord des bruits au premier étage, puis décident de descendre dans la cave. Mike fait tomber sa caméra, et seulement un instant après, il est face contre un mur, comme pour la méthode utilisée par Rustin Parr pour tuer les enfants. Il ne bouge plus, comme s'il voulait fuir quelque chose, au détriment des cris de Heather, juste derrière lui. Un choc se fait entendre, Heather laisse tomber sa caméra, suggérant qu'elle a été emportée à son tour. Puis, c'est la fin du film. Mais c'est aussi le début d'autre chose. Alors déjà, le film a remporté 250 millions de dollars pour seulement 60 000 de budget, ce qui est beaucoup. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie? Alors, on va commencer par la légende. Alors, j'en avais déjà entendu parler quand j'étais ado, et en gros, voilà ce qu'elle dit. En 1785, Ellie Kenward, accusée de sorcellerie par des enfants et rapidement jugée coupable, a été attachée sur une charrette dans les bois. En plein hiver, aucun doute de sa mort présumée, mais un groupe de jeunes garçons veut en avoir le cœur net. Les garçons décident de la détacher, mais après l'avoir battue avec des bâtons, puis pendue à un arbre. Super sympa, les gars. 2 ans plus tard, du jour au lendemain, les personnes qui étaient responsables du jugement de Ellie Kenward, ainsi que la moitié des enfants du village, disparurent de façon inexpliquée. La ville, par la suite, ne fut redécouverte qu'en 1820 par Henry Burkitt, qui décida de la rénover et la renommer Burkittsville. Alors on va pas tout détailler, donc gros bond dans le temps jusque dans les années 40, avec l'affaire de Rustin Parr, qu'on a déjà détaillé un peu plus tôt. Petit détail à ajouter en plus,
Rustin jura avoir obéi aux ordres d'un fantôme de femme, qu'il le libérait de son emprise uniquement s'il avouait les crimes. Maintenant, on arrive dans les années 90. Au moment du film, dans certaines villes, on pouvait trouver ces affiches, avec le nom des acteurs et leurs photos. Autre élément, aucun signe de vie des acteurs au moment de la sortie du film. Donc ces affiches, jusque-là, pour la plupart des gens, elles sont vraies. Et à côté de ça, on avait un site internet qui compilait des rapports de police sur la disparition des 7 enfants, des éléments de la légende, enfin bref, tout ce qu'on a pu parler jusqu'à présent, plus des gens qui témoignaient que la forêt était bien maudite, petit à petit qui étoffait la légende de la sorcière, et tout ceci est faux. En effet, les témoignages, les affiches, les dessins, enfin tout ce que vous avez vu jusque-là est faux. C'est une invention des réalisateurs qui ont fait un coup marketing jamais vu jusqu'à présent. Source pas entièrement vérifiée. Et aujourd'hui, on peut retrouver tout ça grâce à 2 faux documentaires. Le premier qui s'appelle Shadow of the Blair Witch et Curse of the Blair Witch. Le tout orchestré évidemment par les réalisateurs. Le site sur lequel on pouvait trouver différents témoignages avait été créé par l'équipe avant la sortie du film. Pareil pour les avis de recherche, et d'ailleurs les acteurs du film ont dû faire profil bas pendant vachement longtemps, et ils l'ont pas hyper bien vécu. La mère de Heather, par exemple, recevait des centaines de lettres de condoléances pendant des mois. Alors là, maintenant, on se dit, d'accord, mais si tout ça c'est faux, pourquoi tu nous en parles ? Eh bien, si je vous en parle, c'est que en même temps, la légende, les dessins, les croquis, tout ça, c'est resté dans la tête des gens, enfin surtout la légende. Daniel Merrick et Eduardo Sanchez, désolé pour la prononciation, ont fabriqué quelque chose de tellement poussé dans leur délire que ça a marqué des dizaines de générations. C'était en 99. On est en 2025 et il y a des gens qui sont encore persuadés que la légende est vraie. Et si on va un petit peu plus loin, par certains aficionados de l'horreur et de l'horreur sur internet, tout ça, c'est considéré comme l'un des premiers ARG en réalité. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ARG c'est l'anagramme de Alternate Reality Game. Un jeu en gros qui utilise les médias réels, internet, la radio, enfin tout ce qu'ils ont à leur disposition pour que l'histoire qu'on nous sert a l'air vraiment réelle. Alors vous allez me dire, mais du coup c'est fake. Alors oui c'est fake, mais même si c'est fake, l'histoire qu'on nous a servie est incroyable. Elle est bien fichue et elle est crédible. Et rien que pour ça, le film mérite un peu de votre attention. Ah, mention spéciale quand même à l'adaptation de 2016 que j'aime beaucoup, mais qui pour moi avait l'air d'être hors canon. Alors du coup je me suis concentré sur les éléments du premier film. Enfin bref, une dernière fois, ce film mérite vraiment toute votre attention. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais sans ce film, on n'aurait pas eu les Paranormal Activity, REC, etc. Alors ça n'a pas été un des premiers fan footage qui existent, par contre, ça a été un des fondateurs du genre. Donc finalement, sans ce film, il y a un paquet de films qu'on n'aurait peut-être pas eu. C'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu, désolé s'il y a eu des problèmes par rapport au son, au montage, à l'image, je suis encore en train d'essayer de m'améliorer. Comme on dit dans le milieu, abonnez-vous, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui s'abonne, je serai déjà très content. Et peut-être que par la suite, d'autres personnes s'abonneront également. C'était le Polymorphe. Ciao.